La personnalité du jour, bientôt 8 ans que sa fille de 9 ans, Estelle, a disparu sur le chemin de l'école. 8 ans de recherche, d'espoir déçu et de combat qu'il raconte aujourd'hui dans un livre intitulé Retrouver Estelle. Éric Mouzin est votre invité ce matin, Marc-Olivier. Merci d'être là, Éric Mouzin. Bonjour. À l'occasion donc de retrouver Estelle chez Stock, ça sera donc le 9 janvier 2003, ce triste anniversaire. C'est un livre très personnel sur votre histoire à vous, votre rapport avec la police, mais également beaucoup plus large, évidemment, pour tous les autres parents qui sont confrontés à l'indicible. D'ailleurs, vous écrivez « Ma petite perception égocentrique s'atténue quand, à travers mon combat, Estelle devient peu à peu l'incarnation de l'enfance faite proie. » On va y venir. Tout d'abord, d'un point de vue plus personnel, quand vous approchez de ce 9 janvier 2003, j'imagine que vos nuits sont de plus en plus courtes, même si finalement, vous le dites dans ce livre, vous ne dormez jamais depuis 9 ans une nuit entière. Oui, le 9 janvier, c'est pas le meilleur moment de l'année, mais c'est aussi un moment de rassemblement et d'espoir à chaque fois. Et la présence de l'association est un moteur puissant pour continuer l'action que nous avons engagée. L'action pour ne pas tomber, vous le dites d'ailleurs dans le livre, une larme, une seule, et ce serait l'effondrement. La seule émotion que je m'autorise, c'est la colère. Une colère froide, une révolte calme. Le reste, je n'ai pas le droit de flancher, de m'attendrir sur moi-même. Vous pensez que si vous vous ouvrez un petit peu, pour le coup, vous vous effondrez? J'espère que je ne m'effondrerai pas. Ce qu'il faut, c'est pouvoir laisser la part un peu aux émotions, même si ce n'est pas très facile pour moi de les extérioriser et de les manifester en public encore moins. Donc c'était un peu pour ça que dans ce livre, je voulais dire que je n'étais pas que l'espèce de petit robot qui répondait mécaniquement à toutes les questions que l'on me posait. Vous avez conscience de ça, d'avoir donné cette image-là, parce que finalement vous étiez dans ce rôle-là et c'était celui qui vous permettait de tenir. Alors c'est un rôle qui s'est imposé à moi, bien sûr, et que je n'ai pas choisi et encore moins composé. Vous dites retrouver Estelle, ce qui vous permet aussi de tenir finalement, c'est de ne pas être dans un espoir un peu compliqué où vous dites où elle est, etc. Dans votre tête, vous vous dites Estelle est morte. Oui, ça fait assez longtemps que je me le dis. Et aujourd'hui, certainement que ce livre y contribue, c'est aussi me préparer à « et si on ne retrouvait pas Estelle ?» Donc, c'est certainement ce travail de passage à une autre dimension. Et ça a fallu ces 9 ans pour arriver à ce moment-là, ce moment où finalement vous dites que Estelle, son corps, vous ne le retrouverez pas, et ce deuil impossible, vous essayez de le faire autrement? Oui, enfin, cette hypothèse au début, bien sûr, paraissait complètement irréaliste, car j'avais une confiance absolue dans l'efficacité des services de police et d'enquête. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était de plus en plus dur, et que plus les années passent, et plus l'hypothèse d'un échec de l'enquête doit être prise en compte. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que dans les journaux, dans la presse, à la radio, quand vous écoutez Europe 1 et les autres radios, on a un espoir parce qu'on trouve quelque chose quelque part. On se souvient notamment de ce restaurant asiatique où on pensait avoir retrouvé Estelle, etc., ou le reste d'Estelle. À chaque fois, vous avez à un moment donné une forme d'espoir et puis tout de suite contenu. C'est pas de l'espoir. Tout ça, ça s'intègre dans une volonté de... Chaque fois qu'on parle d'Estelle, je me dis que peut-être on va avoir la possibilité de faire bouger les lignes ennemies, favoriser la délation ou la dénonciation positive, on va dire, pour que l'information remonte, arrive au service de police et que ça puisse faire avancer l'enquête. Donc ce livre aussi s'intègre. C'est pas simplement raconter, entre guillemets, mes peines et mes joies. Même si elles sont présentes, et notamment la sphère privée. Oui, mais c'est aussi essayer de faire bouger et d'envoyer le message d'une façon encore plus marquée en direction du ravisseur ou de ceux qui ont enlevé Estelle. Et notamment même des femmes, des ravisseurs, puisque vous les interpellez sur le thème, ces gens-là, certains pédophiles ou certains meurtriers simplement, ont bien des femmes, et ces femmes-là, souvent battues, doivent peut-être aller les dénoncer pour elles et pour ce qu'ils font. Alors il faut aller chercher la part d'humanité chez tout le monde. Et naïvement peut-être, je pense que c'est plus facile d'aller chercher chez les femmes que chez les pédocriminels. Malheureusement, depuis 8 ans, je n'ai pas été encore entendu, mais je ne désespère pas. Vous avez été entendu dans un autre cadre par la police et plusieurs fois, et vous écrivez, ce qui peut paraître incroyable dans le livre, que vous soyez suspecté au départ puisque vous étiez
séparé de la maman d'Estelle et que vos rapports sont compliqués avec elle, pourquoi pas, mais c'est que 9 années après, vous écrivez que vous ne savez toujours pas si dans la tête de la police, vous n'êtes pas le ravisseur. Vous n'avez pas cette réponse-là aujourd'hui. Vous doutez encore de ce que peut penser la police de vous. Non, je ne doute pas encore des pensées de la police à mon égard. Je pense simplement qu'il est un peu dommage qu'au début, beaucoup d'énergie ait été consacrée à mon cas et il n'ait pas été consacrée que cette énergie n'ait pas été consacrée à autre chose. Vous écrivez aujourd'hui encore, il m'arrive encore de m'interroger sur ce qu'ils pensent de moi. Suis-je vraiment blanc ou certains doutent-ils encore toujours, les policiers? Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que ça aurait été tellement mieux que l'on me dise clairement, vous êtes complètement sorti, il n'y a plus de problème. Alors peut-être qu'ils ne l'ont pas dit parce que ça leur paraissait évident et que c'est peut-être moi qui, ayant mal supporté cette suspicion des premiers moments, la porte toujours. Mais vous pensez qu'on a passé trop de temps à vous suspecter, pas à explorer toutes les pistes et qu'il y a eu des carences dans l'enquête? Alors, que l'on se soit intéressé à moi, c'est aussi un bon signe. Ça veut dire que toutes les pistes étaient traitées. Et que, bon, simplement, sachant que je n'avais rien à voir avec ça, je trouvais ça idiot qu'on perde du temps avec moi. Mais le plus j'aurais dit, ne passez pas de temps avec moi, le plus, évidemment, on en aurait passé. Donc, c'était cette ambiguïté. Dans le livre, vous parlez de la maman d'Estelle et sur cette ambiguïté-là, vous n'arrivez pas à la lever avec elle. Vous avez des rapports avec Clara, vous racontez, on ne va pas rentrer dans le cadre de votre vie privée, mais vous évoquez une question de votre femme. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ce n'est pas toi qui as enlevé Estelle. Je ne réponds pas. Depuis 8 ans que mon ex-épouse me pose cette question surréaliste. Je refuse de répondre. Nos relations sont exécrables. Elle était déjà, avant qu'Estelle disparaisse, nous étions en pleine procédure de divorce et les choses se passaient mal. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Le deuil, le drame, finalement, n'a pas comblé le fossé, au contraire, l'a élargi? Je pense, oui. Ça a compliqué encore plus les choses. Et effectivement, cette question que je qualifie de surréaliste, elle ne peut pas avoir de réponse, puisque de toute façon, à partir du moment où on pose une telle question, quelle que soit la réponse, elle ne peut pas être reçue. Le problème, c'est que moi, je pourrais aussi pratiquement la retourner dans l'autre sens et rentrer dans une espèce de démesure dans la réflexion perverse. Est-ce que 9 ans après, vous arrivez à reprendre une vie dite normale par rapport à vos confrères, au travail, par rapport à votre vie de tous les jours, avoir des moments de bonheur? Alors, je ne sais pas si j'y arrive, mais je m'y efforce. Et en tout cas, c'est une volonté de donner toute la place à la vie et de laisser la mort de côté. Je crois que c'est la leçon de ces 8 années ou de ces 9 années. Leçon personnelle et plus collective, leçon collective par rapport à des parents dont les enfants auraient disparu. Vous racontez vos relations avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui président. Il faudrait quoi? Écoutez, je crois que la structure qui fonctionne aux États-Unis est un bon exemple. Simplement, ce que j'appelle de mes voeux, c'est même si en France, on a commencé à améliorer avec SOS Enfants Disparus, Fondation pour l'Enfance, mais je crois qu'il manque une structure de combat. Parce que quand les enquêteurs vous disent en off qu'il manque des criminologues, qu'il manque parfois de moyens de connaissance du milieu des pédocriminels, que les enquêtes ne peuvent pas être mises en interconnexion pour qu'on arrive à faire des liens, qu'on n'est pas capable de désigner un juge d'instruction qui s'occuperait d'un grand criminel. J'en pense à un certain, j'ai pas envie de faire sa publicité, mais il serait bon que ce soit un juge qui s'occupe du cas d'un criminel connu et reconnu pour pouvoir avoir la connaissance parfaite de tous les dossiers qui le concernent et pour pouvoir les mettre en perspective et en tirer les réponses. La mutualisation des besoins, voilà un vrai problème. Et vous êtes optimiste pour terminer? Vous pensez que tout ça va se coordonner, s'harmoniser et que finalement on va être plus opérationnel? Écoutez, je ne dirais pas que le credo de l'association c'est améliorer l'homme et la société, mais en tout cas nous nous y employons et parfois nous ne sommes pas trop aidés parce que il y a une inertie phénoménale des pouvoirs publics qui ne nous aide pas beaucoup. Retrouvez Estelle chez Stock, Éric Mouzin avec Véronique Debuan. Merci beaucoup. À suivre, on va retrouver le sourire grâce à Nicolas Canteloup. Europe 1, 9h moins le quart. Parce qu'Europe 1 aime la musique
Live. Superbe. Europe 1 récompense le concert de l'année. Après avoir sélectionné pour vous les 5 meilleures performances de